ce webinaire des têtes chercheuses, organisé par le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Les têtes chercheuses, pour ceux qui, ne connaissent pas encore le concept, c'est, l'idée de croiser des regards, autour de sujets, qui touchent, essentiellement la transformation, la transition du tourisme. Donc croiser des regards entre des chercheurs, des universitaires, des professionnels du tourisme et puis Heu, des gens qui sont encore plus sur le terrain, qui sont les entreprises ou les professionnels, les sociopros, qui vivent au quotidien de l'activité touristique. Les têtes chercheuses, c'est né d'une idée originale de Pierre Torrente de l'université de Foix, l'ISTIA, il y a eu plusieurs séries. Ça a commencé pendant le confinement, comme beaucoup de choses. Le confinement nous a amenés à nous poser la question de travailler un petit peu, en distanciel et donc on s'est dit qu'il fallait, poser un regard nouveau sur ce qui était en train de se passer. Donc on a construit, ces webinaires-là. Il y a eu, 2 saisons de sujets qui ont été traités. On a changé un petit peu de formule puisqu'on travaille un peu aussi sur des podcasts, mais, on voulait revenir là sur ce sujet-là, particulièrement sur la mobilité, sur un format de webinaire, parce que ça nous semblait bien d'engager un dialogue sur ce sujet-là. Le contexte, en 2 mots, il est pas très compliqué à poser, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes, présents dans la salle, là, ont entendu parler des derniers rapports du GIEC, hein. Il se passe des choses autour de nous. La situation est de plus en plus, préoccupante et urgente et on travaille tous dans une activité qui est l'activité touristique qui fait appel à beaucoup de déplacements, donc qui est, potentiellement, émettrice de gaz à effet de serre, mais pas que, voilà. Donc on est sur une activité qui a forcément des répercussions, sur le réchauffement climatique, en tout cas qui doit en tenir compte de manière précise. Donc, c'est pour ça qu'on voulait absolument, évoquer cette question des mobilités douces, parce que c'est un sujet, qui est, central dans cette, logique de transformation du tourisme. Autour de moi, puisque c'est le principe de croiser les regards, j'ai aujourd'hui Sarah Laurent qui est chercheuse, qui a fait une thèse sur les mobilités, douces en particulier, elle nous en parlera tout à l'heure. Anaïs Saint-Aubin du comité régional du tourisme et des loisirs est là aussi. Elle est en charge des mobilités, elle nous l'expliquera au comité régional du tourisme et Jean-Marc Dardalan, on dit Dardalan ou Dardaillan? Dardalan, c'est ça? Dardaillon, Dardaillon. le LH remplace l'I2L, Ouais, c'est voilà, pour ça. j'avais un doute et on s'était pas calé là-dessus. Voilà, c'est les aléas du direct. Qui est le président fondateur de Red and White Totum et il nous en parlera aussi parce que voilà, il y a des solutions qui émergent et qui sont intéressantes à évoquer avec vous. Alors, les mobilités, le tourisme, bah, enfin, je vais être provocateur, mais tourisme, vacances, vacances, liberté, pas d'horaire, pas de contraintes, si j'ai envie d'aller visiter un musée, si j'ai envie de participer à un festival, si j'ai envie de me rendre à tel endroit, j'ai pas d'autre solution que de prendre ma voiture. Donc qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est encore là dans le tourisme et que 85-90 des touristes utilisent leur voiture? Bah, c'est des questions qu'il faut se poser. Heu, dans le cas du tourisme, mais pas que. Et donc, Sarah Laurent a fait une thèse sur les mobilités douces, au-delà même du contexte touristique, hein, je crois, de manière à essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait encore aujourd'hui empêcher les gens d'utiliser des mobilités plus douces, des mobilités, moins impactantes, moins carbonées. Donc elle va nous en parler. Heu, je précise avant qu'on commence, voilà, c'est dit dans le chat, vous le voyez, vous pouvez vous poser vos questions dans la bulle, des conversations questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, on s'efforcera d'y répondre. Donc on va partir sur une petite séquence d'une douzaine de minutes, chacun pour évoquer, pour poser le décor et puis après on discutera, on essaiera d'être, comme on n'est pas très, très nombreux, on pourra peut-être engager un dialogue, avec, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, pour commencer, bah, Sarah, je te laisse la parole, et pour poser le décor, prendre un peu de hauteur. La mobilité, ça passe aussi par là. Merci beaucoup Dominique. Donc effectivement, je suis Sarah Laurent, chercheuse en marketing, donc plus principalement en psychologie du consommateur, et donc j'ai lié mes recherches directement à la mobilité. Et c'est à l'université de Montpellier, dans le cadre de la chaire sur les villes intelligentes, donc dirigée par le professeur Ghislaine Goala et Pauline Folcher, que en fait j'ai voulu étudier comment les gens sont capables de changer de mobilité, donc pas forcément dans le contexte du tourisme. Là, on était vraiment sur les villes intelligentes en général. Donc, ces villes qui vont utiliser la technologie pour changer les comportements et en fait avoir un moindre impact
environnementale et aussi économiser les ressources, qu'elles soient financières, administratives, humaines, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on parle de mobilité, c'est vraiment des comportements qui sont extrêmement ancrés par rapport à des nouvelles pratiques qu'on va assez facilement mettre en place, comme le tri des déchets ou le fait, en fait, de se dire finalement, je vais peut-être manger plus local aujourd'hui ou faire attention un peu à ce qu'on consomme. Quand on parle de mobilité, c'est particulièrement ancré. Et ça, c'est un fait qu'on a vu par rapport au marketing dans le contexte de l'accessibilité à ces pratiques de mobilité douce. Donc, quand on parlait de mobilité douce dans notre cas, on était vraiment sur des mobilités à la fois partagées grâce au transport en commun, au covoiturage, à l'autopartage, et en même temps aux mobilités actives avec le vélo, la marche à pied et les micro-mobilités. Et on se rend compte que la question de l'accessibilité est vraiment très importante. Et en réalité, quand on parle d'accessibilité, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très souvent mesuré de manière très objective. Donc, en fait, on va avoir une métrique bien particulière et bien objective que tout le monde peut reprendre, mais quid de ce qui est perçu réellement par l'utilisateur. Et donc, c'est pour ça qu'en marketing, on a essayé d'avoir cette approche plus centrée sur l'utilisateur et d'avoir en fait ce concept d'accessibilité perçue qui nous a permis de mesurer un peu plus comment les gens percevaient leur environnement et percevaient l'expérience des mobilités douces. Et à côté de ça, on s'est dit, est-ce que les gens font les choses parce qu'elles sont plus faciles grâce à l'accessibilité ou est-ce qu'ils font les choses parce qu'elles sont plus valorisées par la société, pour l'environnement? Et donc ça, le concept de valeur, c'est aussi quelque chose de très fort en marketing. Et là, on se rend compte effectivement que les mobilités partagées et les mobilités actives ne vont pas du tout être valorisées de la même façon. Et donc, la manière de cadrer l'information, de cadrer la communication va aussi être très importante pour pouvoir les mettre en avant dans le contexte des villes et donc forcément aussi auprès des touristes qui vont venir sur certaines destinations. Donc, à travers votre thèse, vous avez pu, enfin, tu as pu, parce qu'on se tutoyait, ça y est, je suis parti dans le vouvoiement, dans le tutoiement, identifier des freins aussi dans par rapport à ces perceptions de valeur, voilà, Ouais, tout des à choses fait. qui bloquent un peu les éléments. Ben, on en reparlera tout à l'heure peut-être. Je parlais tout à l'heure de la voiture, sacro-saint élément de la mobilité touristique. Au CRT, ben, on est confronté à ces réalités-là aussi. Et par rapport aussi aux freins qui pourraient être mis en avant ou levés, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de voyager autrement, de faire du tourisme autrement qu'avec sa voiture? Anaïs, toi, tu es en charge des mobilités au niveau du CRT. Je crois qu'il y a une vraie stratégie en lien avec l'ADEME, hein, que tu vas sans doute citer, mais il y a une vraie stratégie du Comité régional du tourisme et des loisirs pour rendre des choses possibles alors qu'on ne les perçoit pas comme telles. Oui, tout à fait. Alors voilà, je suis Anaïs Saint-Aubin, je suis en charge des mobilités, effectivement en partenariat fort avec l'ADEME qui finance une partie de mon poste et en partenariat aussi avec la région et la SNCF. Tu parlais de la voiture, moi je vais donner quand même quelques chiffres pour faire un rappel contextuel. 92% de la clientèle touristique en Occitanie viennent en voiture et se déplacent après uniquement en voiture, 92%. Donc, on a une belle marge de progression à ce niveau-là. Et pareil, pour donner un chiffre, pas pour noyer de chiffres, mais pour en donner un deuxième, le tourisme en France, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça représente à peu près 118 millions de tonnes de CO2 équivalent. Et dans ces 118 millions de tonnes, on en sait 11%, 75% est dû au transport, aux mobilités. Donc, c'est vraiment bien ce secteur-là qui est le plus impactant. Voilà. Donc, l'objectif de la région Occitanie, c'est vraiment de positionner la destination pour réduire au maximum les externalités négatives et de s'organiser pour offrir des séjours touristiques vraiment le moins impactant possible pour l'environnement. Donc, on a élaboré une stratégie sur plusieurs années, hein. Il y a plusieurs moyens pour y arriver. La région a mis en place ce qu'elle appelle le Green New Deal, donc en bon français le pacte vert, hein, qui porte une volonté politique forte pour accélérer la transition écologique tout en gardant un modèle le plus juste et le plus solidaire possible. Et donc, elle parle de révolution, on parle de révolution ferroviaire.
en investissant dans différents types de trains, hein, dans le train hybride, le train à hydrogène, le train à batterie rechargeable, et il y a également des innovations autour du bio-GNV. Sarah, tu parlais d'accessibilité et de lisibilité, de visibilité aussi de l'offre. Donc, il existe depuis plusieurs années le train à 1 € et il a été fait le choix de le rendre plus visible en le mettant, le train TER, hein, le train LIO, qu'on appelle ici en Occitanie, à 1 € tous les premiers week-ends du mois, pour que ça soit beaucoup plus facile de l'identifier et pour pouvoir le coupler avec une offre touristique, puisqu'on sait que souvent les premiers week-ends du mois, les musées et les monuments nationaux pratiquent la gratuité. Donc voilà, les moyens d'arriver à une mobilité bas carbone, à décarboner nos modes de vie qui font partie des ambitions très importantes de la région, puisque l'une des ambitions, c'est de devenir la première région d'Europe à énergie positive d'ici 2050. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif-là, voilà, c'est de développer le ferroviaire, mais aussi les modes actifs, la marche, le vélo, voilà, les transports en commun de manière générale. Il n'y a pas que le train, il y a le car, il y a le bus, il y a l'autopartage, il y a le covoiturage. Et puis surtout, nous, au CRT, hein, on est le fer de lance de la région en termes de tourisme, c'est de développer le tourisme de proximité. Donc, il y a plusieurs leviers, hein. Le volet social avec le tourisme de proximité, puisque depuis plusieurs années, on propose le programme Oxygène, qui vise à favoriser l'accès aux vacances, aux loisirs, aux habitants, prioritairement aux habitants d'Occitanie, et de rendre accessibles les sites. Et puis, on s'est doté depuis un an, un peu plus d'un an, de notre produit star, qui s'appelle l'Occitanie Rail Tour, qui rend accessible donc, toute la région Occitanie en train et en car. Donc, c'est quelque part du tourisme ferroviaire avec un tarif unique pour 2023 qui sera à 10 € par jour et par personne, sans condition d'âge, qui sera accessible toute l'année. Voilà, sans aucune réservation. Il y a la possibilité de le faire quand même en ligne. Et c'est vraiment un marketing TER, une communication assez revisitée, avec des lignes de train, avec des noms touristiques pour chaque ligne de train, avec un code couleur un peu comme on peut le faire pour les lignes de métro dans les grandes villes. Il y a un site dédié qui présente l'Occitanie Rail Tour, avec donc toutes les lignes, toutes les offres touristiques qui y sont rattachées. Et puis aussi pour chaque gare, les activités, les hébergements du territoire. Cette communication-là, elle va être renforcée avec un guide Michelin qui va présenter toutes les offres et qui va conseiller même comment se positionner dans le train pour avoir le meilleur paysage. Voilà. Donc ça, c'est l'un des leviers, hein, le volet social. D'un point de vue stratégie touristique. Il y a également le volet économique, hein, puisqu'on pense à la production touristique, une production plus responsable, en privilégiant des circuits courts, l'éco-conditionnalité, avec de nouvelles offres d'hébergement éco-responsable. Et puis surtout, moi, la partie qui nous intéresse sur les mobilités, ça va être le volet environnemental, avec cet objectif de réduire les externalités négatives. Donc, pour 2023 et pour 2024, en 2023, l'idée, c'est de déployer un travail d'expérimentation auprès des offices de tourisme pour les accompagner, les conseiller à la transition, à la transformation vers un office de tourisme et des mobilités, c'est-à-dire garder les missions classiques d'un office de tourisme qui sont l'accueil, l'information, la promotion touristique, la coordination des acteurs locaux, voilà, mais renforcer ces missions-là par des missions dédiées aux mobilités, donc de l'information touristique, oui, avec de l'information transport, proposer aussi des offres touristiques liées aux mobilités. Ça peut être par exemple des circuits touristiques alternatifs, des mobility box, donc des outils de mobilité, des visites guidées à vélo, voilà, l'offre touristique. Les services, ça peut être des services de mobilité, comme des bornes de recharge pour véhicules électriques, la vente de titres de transport, des bulles vertes ou d'autres services dont Jean-Marc parlera bientôt en parlant de ces services. Et puis voilà, c'est aussi une évolution structurelle. Donc ça c'est ce qui est prévu dans la stratégie touristique pour 2023. Et il y aura d'ailleurs un
AMI qui sera lancé début mai, où les offices de tourisme, porteurs de projets mobilité, pourront répondre, et un accompagnement sera commencé à la rentrée de septembre, au début de l'automne. Cette stratégie-là pour 2023 va être appliquée aussi pour 2024, mais sera privilégiée les acteurs privés du tourisme, les hébergeurs, les prestataires d'activités, les restaurateurs, pour répondre à la problématique du dernier kilomètre. Donc voilà un petit peu pour la stratégie, mais le sujet tu l'as dit en introduction, Dominique, le sujet de ce webinaire, c'est quelles sont les solutions proposées, faites par ou pour les territoires en termes de mobilité douce. Et moi, il y avait 2 exemples à vous citer. Alors, le premier exemple que je voulais vous donner de solution dernier kilomètre qui a été mis en place dans le département de l'Hérault, plus précisément dans la Comcom, la communauté de communes des Avants-Monts. C'est une communauté de communes qui est située entre Bédarieux, au nord du département, et Béziers. La commune principale est Magalas. C'est une petite commune qui a été lauréate de la petite ville de même, et qui veut revitaliser son centre-ville. L'office de tourisme, pour le moment, est dans une ZAC. Il se situe à l'accueil de la Comcom, donc ce n'est pas un lieu idéal. Et l'idée des élus en place, c'est donc de recentraliser l'office de tourisme et de le mettre à proximité, de l'adjoindre, de le mettre à côté de la gare. Donc ça serait un lieu vraiment central, gare, office de tourisme et d'autres services comme la possibilité de louer des vélos classiques ou VAE, vélos à assistance électrique. Il y aurait aussi un atelier de réparation vélo en parallèle, l'idée d'un espace de coworking et un espace muséal. Tout ça au même endroit avec une place refaite. Donc, c'est un petit peu l'idée d'un tiers-lieu. Et pour vraiment venir préciser ce projet qui est assez intéressant en termes de mobilité, donc la Comcom des Avants-Monts se situe donc entre Bédarieux, où se termine la Passapalis, qui est une voie verte qui part de Mazamet dans le Tarn et donc qui s'arrête à Bédarieux dans l'Hérault. Vous l'avez compris, Magalas, les Avants-Monts se situent entre Bédarieux et Béziers, et à Béziers, il y a le canal du Midi qui est une voie verte par excellence, une Eurovélo. Donc voilà, l'idée, ça serait de faire également, d'aménager la départementale pour pouvoir faire de la piste ou de la bande cyclable pour pouvoir relier ces deux voies vertes. Et sur ce passage-là, créer des stations d'éco-service avec du gonflage, avec des outils de réparation, un éco-compteur, et puis après aménager avec des arceaux sur toutes les communes de la Comcom. Donc voilà un petit peu l'exemple que je voulais donner de solution, mais d'un projet plus global au sein d'une communauté de communes rurales. Et puis si j'ai le temps, je ne me rends pas compte, Dominique, tu me dis si… Vas-y, deuxième exemple rapidement. Voilà, et le deuxième exemple, donc rapidement, c'est un exemple qui est situé à la montagne. En fait, il s'agit de la Comcom, la communauté de communes des Pyrénées haute-garonnaises. L'office de tourisme de Luchon a expérimenté l'année dernière une navette électrique qu'ils appellent l'IPI, pour liaison pyrénéenne. Ça a été une expérimentation sur une trentaine de jours, de mi-juillet à mi-août, où il y a eu 2 allers-retours, 7 jours sur 7. Donc pour 2 €, on peut prendre une navette électrique pour aller jusqu'au fond de la vallée, à l'Hospice de France pour les personnes qui connaissent, et au lac d'eau qui est très connu des Toulousains, puisque c'est assez facile. Ce sont des randonnées très, très familiales. Et donc, ces navettes-là, le but, c'était de désengorger le fond de vallée qui est un peu encaissé, et donc limiter la surfréquentation saisonnière de ces sites-là, de maintenir une certaine prospérité des entreprises locales qui, pour certaines, sont fragiles, et puis d'essayer d'obtenir des pratiquants novices qui n'ont pas l'habitude de la randonnée, d'adopter des comportements positifs, sécurisants, puis respectueux de l'environnement.
Donc, l'idée, c'était qu'à bord de ces navettes électriques, bien sûr, il y a le chauffeur et en plus du chauffeur, il y a un médiateur qui est formé à l'accompagnement du public et qui explique donc l'histoire, la faune, la flore, la géologie, la climatologie de la vallée, qui donne des précautions pour pratiquer la montagne, qui donne des consignes et voire des éco-gestes sur ces espaces qui sont sensibles. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu pédagogique, médiation, qui a très, très bien fonctionné. Donc, en 2023, ce laboratoire, cette expérimentation-là passe le cap au-dessus avec un conventionnement de transport d'intérêt local, ce qu'on appelle le TILT, entre la région et la Comcom des Pyrénées haute-garonnaises. Et c'est l'Office de tourisme qui a la délégation de la Comcom pour tripler les navettes et donc pour mieux répartir les publics de randonneurs dans les vallées. Et donc, il y aura plus de vallées desservies, dont des vallées moins connues, pour jouer, voilà, pour favoriser des sites qui sont moins fréquentés et qui sont tout autant qualitatifs. Et donc, juste pour terminer rapidement, en 2022, ça a été estimé, il y aurait plus de 460 véhicules individuels qui auraient été évités grâce à cette navette électrique LIPI. Donc voilà les deux exemples que je voulais donner en termes de solutions de dernier kilomètre par les territoires. Bah, merci Anaïs. C'est important, hein, de voir justement que les choses sont possibles, qu'au-delà des freins qu'on peut observer dans le comportement des voyageurs, au-delà de la question du dernier kilomètre, de l'accessibilité en train, on voit qu'il y a des choses possibles, mais ça paraît encore compliqué. Alors est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce qu'il y a des solutions qui permettent d'aller jusqu'au bout, dans tous les territoires, dans toutes les situations, dans tous les contextes? Et je crois que là-dessus, Jean-Marc, tu as des choses à nous raconter. Ah oui, 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 oui. Il y a des solutions, elles sont toutes là, les solutions. Elles sont toutes là et je suis ravi d'entendre l'exemple de Luchon que je ne connaissais pas, hein, mais c'est ce que fait Totum tous les jours de l'année, puisqu'on déplace les gens en mutualisant les trajets avec des vannes 100% électriques. Alors effectivement, à ce jour, on s'adresse plutôt au B2B ou au B2B2C, mais en l'occurrence, dans notre webinaire, il s'agit bien du B2B2C, puisque le développement ou l'abandon de l'autosolisme pour les gens qui viennent à vacances ne peut se passer que par une concertation de tous les acteurs. Il faut penser le modèle en termes exogènes et non pas en termes endogènes. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait Red and White ou Totum? Parce que qui dit dernier kilomètre, pour qu'il y ait un dernier kilomètre, il faut qu'il y ait un premier kilomètre. Donc, nos solutions qu'on est en train de développer, les existantes, permettent aux gens de rejoindre le train en voiture électrique avec un chauffeur, de les récupérer à la sortie du train et ensuite de les amener à leur lieu de villégiature. Et bien entendu, c'est forcément dans l'arrière-pays, parce que bon, je suis gardois, donc je vais sauter l'exemple de Nîmes. Bien sûr que si vous passez des vacances à Nîmes, vous prenez le train, vous n'avez pas besoin de voiture dans Nîmes. En revanche, vous arrivez à Nîmes et vous êtes dans le parc naturel des Cévennes, il vous faudra une voiture. Si on ne propose pas la solution aux gens pour pouvoir amener les gens du train Parc national des Cévennes, ils ne prendront jamais le train pour aller dans les Cévennes. Voilà. Et c'est sur quoi on travaille. Alors, ensuite, une fois que les gens, parce que comme disait, il y a un problème sociologique, effectivement, il faut absolument changer de monde consumériste, il s'agit bien de transition écologique. Et donc, il faut effectivement persuader les gens, enfin, convaincre les gens, c'est pour ça que tous les acteurs locaux doivent agir, que ne pas prendre sa voiture n'est pas forcément une diminution de ses libertés. Et pour ça, il faut leur proposer des solutions. Et effectivement, une fois qu'on a amené les gens sur place, du train jusqu'à dans le parc national des Cévennes, pour continuer l'exemple que je citais, mais il faut que les gens ils puissent se déplacer. Il ne faut pas qu'ils soient, même s'ils vont prendre très peu leur voiture dans la semaine, s'ils vont rester au camping, à l'hôtel, hébergeur, qui vont faire de la randonnée, si on leur coupe leurs moyens de locomotion, ils auront cette expression de contrainte qui fera qu'ils prendront leur voiture.
Et donc, pour ça, il faut leur donner des solutions de mobilité sur place. Et ça, c'est ce qu'on va faire assez rapidement. Cette année, ça va être trop court, malheureusement, parce que les véhicules qui sortent, c'est tout récent, hein, ces types de véhicules, les quadricycles à moteur, les tuk-tuk électriques, les tricycles à hydrogène, les tricycles à batterie électrique, etc. Tout ça, c'est des solutions de mobilité qu'on va mettre en place pour que les gens puissent les louer à l'heure, en libre service. Et à partir de là, effectivement, si vous amenez quelqu'un à la gare, que la personne peut prendre le train, que vous la récupérez à Nîmes et que sur place, effectivement, elle peut facilement faire des périples de 50 ou 60 km pour aller se promener, tout est là. Tout est là. Encore faut-il que tout le monde se mette en place et qu'on sorte de sa propre chapelle et que l'Office du tourisme comprenne que les solutions pour créer de la transition écologique et pour avoir des mobilités vertes, ne se passent pas que autour de son territoire, mais ça va bien plus loin. Ça sort de l'Occitanie, ça commence à Paris, ça commence à Lyon, ça commence à Bordeaux, pour les gens qui viennent de toute la France, ça commence en Allemagne ou en Belgique. Que la région qui développe le train, il faut absolument le train, et surtout, effectivement, le train deviendra de plus en plus propre avec l'hydrogène, parce que lorsque vous prenez le train, le Cévenol, à ce jour, c'est quand même 3 litres au kilomètre de gasoil. Donc, et heureusement que les nouvelles solutions arrivent, donc, qui vont évidemment optimiser la décarbonation. Mais il faut absolument que la région, les départements, les collectivités jouent sous l'intermodalité. Or, aujourd'hui, il nous arrive régulièrement, lorsqu'on propose une solution de mobilité électrique, on nous voit comme des concurrents du train, alors qu'on est complémentaires du train. On n'est absolument pas concurrents du train. Donc, entre les solutions, les applications, le virtuel qui est en place aujourd'hui, c'est assez aisé de sortir une application si on sort des applications rurales d'intermodalité. Je pense à l'exemple de Saint-Étienne, par exemple, qui a une formidable application d'intermodalité à Saint-Étienne, mais on peut parfaitement faire la même chose en rural, c'est assez simple à sortir. La mobilité électrique, la mobilité décarbonée aujourd'hui est en place. Il suffit simplement, effectivement, encore une fois, de promouvoir ces solutions pour que les gens ne prennent plus leur voiture. Ça prendra du temps, ça ne se passera pas de 2023 à 2024, mais ça se passera de 2023 à 2027, 2028, 2030. Et tout est là. Vraiment, techniquement, c'est possible. Ce que tu dis, moi, ça me rappelle ce que j'ai entendu ce matin à la radio en venant à Montpellier, un membre du GIEC qui disait le constat, il est clair. Les solutions, elles existent. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, quoi. Et si on s'y met pas, on ne fait que voir se rapprocher le mur de plus en plus vite. C'est quand même, je pense, c'était important de partager ça avec tout le monde. C'est que en fait, ces solutions, elles existent. Voilà, on pouvait se dire, bon, il y a encore des freins peut-être psychologiques, des freins autour de la valorisation de l'action. Et Sarah va peut-être développer cette partie-là, mais il y a plus d'excuses techniques, il n'y a pas d'excuses technologiques, il y a pas de contraintes qui seraient insurmontables ou qui excluraient des territoires par rapport à d'autres. Il y a des solutions adaptées à tous les contextes. En fait, on parle souvent du consommateur effectivement pour le changement consumériste, mais le changement consumériste, il est partout, de tous les côtés. Voilà. J'ai plein d'exemples à donner, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, voilà, dans un office de tourisme, quand j'appelle pour poser des solutions de mobilité, on va me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mais on ne peut rien faire pour moi, c'est moi qui peux faire, c'est nous qui pouvons faire pour vous. On va, comme je vous dis l'exemple du train, où effectivement on nous explique qu'on est concurrent. On va avoir une collectivité, ah mais moi il me faut mon TAD sur ma commune. Mais oui, mais si on fait un TAD, oui, mais nous, on propose en plus d'apprendre les gens de la gare pour les amener chez vous. Ah non, mais ça, c'est pas mon boulot, ça ne m'intéresse pas. Ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon TAD. Voilà. Donc, il faut absolument se sortir de sa chapelle. Voilà. Et ça se passe entre tout le monde. Alors, évidemment, et puis, c'est exponentiel. Le GIEC, il le dit exactement, et également, cette transition, cette décarbonation, effectivement, elle démarre par l'individu, ensuite elle va dans un groupe, ensuite elle passe par la collectivité, ensuite elle passe par une région, ensuite elle passe par un pays, ensuite elle passe par un continent, et puis ensuite elle finit par la planète entière. C'est la seule solution qu'on a de décarboner. Démarche globale. Sarah, donc justement, la psychologie là-dedans, les comportements, c'est central et c'est déterminant. Oui, effectivement, c'est vrai que, comme le disait Jean-Marc, il y a des freins qui peuvent être aujourd'hui peut-être encore organisationnels. Les techniques existent, les technologies existent. Maintenant, c'est peut-être aux collectivités, aux régions, aux départements de les inclure davantage dans leurs offres et de savoir les faire connaître. C'est en ça que
l'idée d'une accessibilité perçue peut entrer en compte, parce qu'on peut mettre pas mal de choses disponibles, mais finalement, si on ne se rend pas compte que ce n'est pas encore très clair dans la tête des consommateurs et des touristes que c'est disponible, bah finalement, la mission, elle est totalement ratée. Donc là, c'est vraiment l'idée de savoir qu'est-ce qui est réellement accessible pour les touristes et les voyageurs en général. Et effectivement, après, il y a d'autres freins qui, là, sont plus humains, et c'est ceux-là qu'il faut prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des issues, des enjeux beaucoup plus marketing et de communication que réellement technologique à ce niveau-là. Et donc, de savoir qu'effectivement, quand on parle de psychologie du consommateur, on a aujourd'hui, par rapport à la protection de l'environnement, un gap qu'on appelle de manière familière et anglo-saxonne le green gap, qui existe entre le fait qu'aujourd'hui je dise j'aimerais protéger la planète, je veux bien faire pour l'environnement, et le réel comportement que je vais avoir par la suite. Donc là, il y a déjà un gros écart qui se fait, et cet écart il est encore plus grand quand on met dans le contexte du tourisme, parce que là, il y a un écart en fait entre ceux qui déjà essayent un petit peu de faire au quotidien, à la maison, d'avoir un peu des éco-gestes, et quand on les met dans un contexte de vacances et de tourisme, alors là, ils vont être encore davantage dans une liberté et la moindre contrainte possible pour mettre en place ces éco-gestes. Et finalement, il y en a beaucoup qui vont totalement les mettre de côté, et donc ne pas se poser la question de quel mode de mobilité je vais utiliser. Est-ce que c'est décarboné? Est-ce que c'est mieux pour l'environnement? Je suis en vacances, je n'ai pas envie de penser à ça. Et donc là, vraiment, il y a ce double enjeu lié à l'environnement qu'il faut prendre en compte quand on parle de mobilité décarbonée. Et c'est pour ça que faire connaître en amont, avant la préparation même des vacances, est très important. Donc, c'est tout l'enjeu après des destinations, de pouvoir mettre en avant les solutions qui existent avant même que la personne puisse organiser ses activités, de savoir où est-ce qu'elle va aller, avec combien de personnes. Parce qu'effectivement, le nombre de personnes aussi qui partent en vacances en même temps est un enjeu fort. Comme le disait Anaïs tout à l'heure avec l'exemple de l'offre à 1 euro, ça, pour le coup, de pouvoir le faire connaître le plus tôt possible, c'est important, parce qu'on sait que quand on est dans un contexte de vacances, le forfait qu'on va avoir par personne est un coût supplémentaire qu'on n'a pas forcément envie de payer pour le coût environnemental que ça représente. Donc là, il y a des arbitrages qui se font dans la tête des consommateurs, et c'est important d'en prendre conscience à ce niveau-là. Après, par rapport à ces freins qui sont humains, dans tous les cas, on a toujours des solutions. Il faut plutôt d'abord savoir les observer, les diagnostiquer, être sûr de comprendre quels sont ces vrais freins par rapport à un usage, par rapport à un service qu'on peut proposer. Et après, se dire dans quelle mesure ce frein est lié directement au côté organisationnel. Donc finalement, est-ce que je connais les offres qui sont disponibles? Est-ce que c'est un problème de communication? Ou est-ce que ce sont vraiment des freins liés à l'usage? Peut-être qu'il faut avoir davantage d'événements dans la ville pour faire essayer un vélo, pour faire essayer un van, justement, qui nous permettrait d'avoir des vacances un peu différentes. Ou est-ce que ce sont des freins liés à la contrainte familiale? On est plusieurs. Et donc là, de penser peut-être justement de la gamification, des événements un peu plus fun pour montrer qu'on peut le faire tous ensemble. Et finalement, il y a pas mal de freins comme ça qui pourraient être relevés. Mais l'enjeu, c'est vraiment de savoir qu'ils existent, de les diagnostiquer, et ensuite, après, de pouvoir tester en fait directement des petits événements ou des choses beaucoup plus liées à la psychologie du consommateur pour les lever. C'est pas une punition, quoi, Jean-Marc. Non, non. Et puis, je pense à une chose aussi par rapport à ce que dit Sarah, et puis à ce que disait tout à l'heure Inaïs, c'est citer un exemple des trains de la mobilité à 2 euros. On a une chance en plus extraordinaire. Alors, parce qu'il y a souvent le grief qui est fait à la nourriture, au bio, effectivement, en disant que c'est plus cher. Effectivement, le bio est plus cher à fabriquer. Or, en mobilité, on a une chance extraordinaire, c'est que l'électrique, ça coûte moins cher. Voilà. On peut proposer des tarifs qu'on ne pouvait pas faire avant en thermique, parce que c'est lié à la longévité du véhicule thermique, du véhicule électrique, qui est la véritable révolution en termes de mobilité. Véhicule électrique qui retrouve plus longtemps qu'au modèle thermique. Les pannes sont beaucoup moins importantes. Là, le carburant est beaucoup moins important et beaucoup moins onéreux. Et donc, du coup, on a des véhicules qui nous coûtent, même s'ils sont évidemment plus chers à l'achat, mais le fait qu'ils les retrouvent plus longtemps. Et en termes professionnels, je parle bien de l'usage professionnel, je ne vais pas sur l'usage particulier. On arrive à avoir des outils de travail qui coûtent moins cher, donc qui nous apportent encore plus de solutions qu'on avait avant. Et malheureusement, on les met pas assez en avant. Ça rejoint la question de David qui disait qu'il voulait rebondir sur les échanges pour avoir des exemples de solutions de mobilité électrique et leur prix. Alors le prix, tu as répondu, c'est pas forcément plus cher, c'est même moins cher. Est-ce qu'il y a des exemples concrets qu'on pourrait mettre en avant? Je vous donne un exemple. On a proposé, alors effectivement là on sort de l'Occitanie, mais on n'a pas pu le faire justement par rapport à l'Occitanie parce que personne ne nous a répondu, puisqu'on proposait des navettes
pour amener les gens au ski en véhicule électrique. Montpellier-Foromeux, c'est 65 € par personne en navette électrique. On nous a, enfin voilà, donc du coup, on a remarqué c'est pas mieux ailleurs, hein, parce qu'on a proposé pour faire Marseille-Vars dans les Alpes, on nous a pas rappelé non plus. C'est l'exemple, je dis, c'est exactement le problème, c'est qu'il faut être exogène et pas endogène. Si on est endogène, effectivement, et que si je prends la station de ski, effectivement, on voit la transition uniquement autour de la station, ça ne peut pas fonctionner, vous aurez toujours une file de bagnoles discontinue qui va monter de Toulouse à Foromeux ou de Marseille à Vars pour aller au ski. Et il y avait une question de Jean aussi qui dit développer des solutions de mobilité douce dans les territoires peu denses, c'est aussi et surtout pour les habitants. Comment financer ces solutions? C'est vrai que tout ce qu'on dit jusqu'à présent, il y a une problématique qui est beaucoup plus globale qu'une problématique strictement touristique, puisque ça met en... il y a un lien forcément avec les habitants. Ça rejoint aussi la question de Marlène tout à l'heure sur le bilan de l'opération train à 1 €. Évidemment, ça n'intéresse pas que les touristes, mais ça intéresse aussi les touristes et les habitants. Et comme on est dans une vision de plus en plus qui se veut de plus en plus systémique du tourisme, ça a du sens de travailler à la fois pour les habitants et pour les touristes. Donc, je pense que la question du financement rejoint aussi cette approche plus globale. Donc, on est sur... ça facilite pas forcément les choses, hein, de mettre tout le monde autour de la table. Ça, on l'a vu à travers vos différentes interventions. Mais c'est ça la clé. On est sur une approche systémique. Il y a des touristes, il y a des habitants, il y a des gens qui font des loisirs, il y a des gens qui se déplacent professionnellement. Tout à l'heure, Jean-Marc, tu es venu en van. Je sais que même les vannes électriques peuvent être des lieux de télétravail. Enfin, il y a des choses qui bougent dans tous les sens. Bon, on n'a pas encore le recul sur les retours concrets du train à 1 €. On est en train de travailler sur l'étude de ces retombées, savoir est-ce que ça a généré une économie carbone importante. Est-ce que ça a touché des touristes, des habitants? On se penche sur ces questions-là, mais en tout cas, elles sont centrales. Il y a une chose importante aussi, effectivement, tu en parlais au début, Dominique aussi, parce que, et c'est le terme, effectivement, que la mobilité, certes, bien sûr, elle doit être développée pour les vacanciers, mais effectivement, elle doit être aussi pour les locaux. Et que si on veut développer de la mobilité douce, de la mobilité électrique, il faut des bornes électriques. Tu avais évoqué le sujet en présentation du webinaire. Et donc, ces bornes, il faut qu'elles soient adressées aux professionnels. Or, il y a quelque chose de très drôle là aussi. Nous, en fait, on est au fond de la mine, nous, on est bêta-testeurs. On voit effectivement tous les progrès qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à mettre en place. Aujourd'hui, tous les installateurs IR, donc de bornes de recharge, etc., vont dire les charges rapides, c'est sur les autoroutes. Les charges ultra rapides, c'est sur les autoroutes. Les charges rapides, c'est en ville. Et puis en rural, on met des bornes lentes en 11 kg à 22 kg. Mais si vous ne mettez pas des bornes rapides en rural, le plombier, le menuisier, qui va réparer les chalets ou qui va réparer la station balnéaire hors saison, etc., mais jamais il basculera sur l'utilitaire électrique. Il ne va pas planter 3 heures en attendant que sa voiture charge pour charger 150 km. Et c'est exactement l'inverse qui est fait actuellement. On met des bornes partout. Sauf exception, il y a quand même quelques syndicats mixtes qui font des efforts et qui ont compris le truc. Mais dans les acteurs privés, j'avais encore eu le cas parce que j'étais en train je voulais installer on est toujours en train d'ailleurs de vouloir installer des bornes rapides, ultra rapides à Bessèges, au nord du Gard, près de l'Ardèche et de la Lozère. Et on nous propose du 22 kg, 24 kg. Mais les bornes ne sont pas faites pour en rural, la personne peut poser des bornes chez elle et sa voiture elle charge la nuit. À la limite, il en a même peu besoin, ou en camping, un hôtel. Mais la personne le médecin, le menuisier, nous, par exemple, aussi, bien sûr, les chauffeurs professionnels, mais vraiment tout le monde professionnel a besoin de pouvoir ravitailler sa voiture assez rapidement. Et ce n'est pas du tout ce qui est fait. Donc là aussi, effectivement, c'est un écosystème complet auquel il faut penser pour que cette mobilité soit possible. Et puis cette question peut-être pour inverser les freins psychologiques, faire de la découverte de nouvelles modalités de transport une expérience touristique aussi. David le dit dans sa question. Personnellement, j'ai d'abord pris plein de bus et de trains en vacances avant de m'y mettre pour le travail. Donc là aussi, les cloisons sont pas aussi étanches qu'on pourrait le croire. Oui, effectivement, je pense qu'on a parfois des transferts de personnes qui sont extrêmement engagées pour aller de ce qu'ils font tous les jours vers un tourisme aussi plus durable.
Et inversement, justement, le fait de faire essayer pendant ces vacances, en période de loisirs, des choses un peu différentes, et notamment avec les enfants, parce que on va voir les choses différemment, on va les engager dans des activités sympas. Finalement, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont se dire pourquoi pas l'essayer au quotidien. Et c'est aussi un transfert qui se fait aussi dans ce sens-là. Et je remarque notamment par rapport à certains résultats de ma thèse que quand on parle d'un transfert de la voiture vers les transports en commun, donc là je ne parle pas de vélo, mais vraiment de transports en commun, ce qui est valorisé par les utilisateurs, c'est principalement notamment la valeur découverte. Le fait de se dire je ne suis pas derrière mon volant à contrôler ce que je fais, être dans les bouchons, etc., faire attention à la circulation, mais pour le coup je vais valoriser, pour une fois je le valorise, les transports en commun par rapport à l'aspect découverte. Et donc, l'une des recommandations, c'était justement de faire essayer davantage les transports en commun avec de la gamification, du géocaching aussi dans les villes pour amener en fait les personnes à se déplacer autrement et trouver ça de manière beaucoup plus sympa de visiter en fait les villes et donc de faire la même chose aussi dans un contexte touristique. Étienne nous dit que ce qui gêne les usagers sont les ruptures de charge, attendre 1 heure entre son train et son bus, par exemple. Oui. Et ça nous ramène à la collaboration fructueuse ou pas entre les acteurs du tourisme et les acteurs de la mobilité. C'est vrai c'est une occasion de s'émerveiller devant l'âme humaine, hein. C'est de s'apercevoir aujourd'hui que finalement, le tourisme, c'est aussi des déplacements, alors que pendant des années, on a fait comme si c'était deux mondes séparés. Donc, effectivement, il faut nouer un dialogue qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main, hein. Oui. Un réseau ferré, c'est quelque chose, des bus, c'est quelque chose, c'est une organisation. Peut-être Anaïs, là, sur ces éléments-là, il y a beaucoup de choses à dire, forcément. Oui, oui, mais tu fais bien de rappeler que pendant longtemps, les 2 écosystèmes transport et tourisme se mélangeaient pas, alors qu'en réalité, ils sont complètement, liés. Moi, je voulais donner quand même un exemple des exemples encore, concrets, hein, de solutions puisque, il faut pas s'arrêter aux frontières uniquement administratives. Si je veux aller, à Pau alors que je suis en Occitanie, Pau étant en Nouvelle-Aquitaine, ça serait dommage de pas y aller parce que, je suis pas dans la même région et du coup, j'ai pas la même, ces 2 compétences, enfin, ces 2 régions différentes et donc 2 trains, différents. Ça, c'est des choses à améliorer. Effectivement, après, quand plus on change, on parle d'intermodalité, mais plus je change de transport, plus j'ai des ruptures de charge et donc plus j'ai du temps d'attente qui peuvent être, un frein à la prise de transport, de transport en commun, de transport collectif. Mais il faut effectivement, mais Sarah, tu en parlais, je pense qu'il faut revoir la mobilité, le transport comme faisant partie intégrante en fait du voyage. Finalement, quand je vais prendre le train de Paris pour aller à Montpellier ou même sur la côte méditerranéenne, ben, en fait, mon voyage a déjà commencé dans le train et pas quand je suis arrivée sur la côte méditerranéenne. Donc ça aussi, c'est à repenser. Et donc, je vais donner un exemple concret puisque bientôt, euh, le week-end, pas le week-end prochain, mais dans 15 jours, ça sera le premier week-end du mois avec le 1er et 2 avril. Ben, par exemple, quelqu'un qui a envie de découvrir le Lot, il peut très bien partir, admettons, depuis Toulouse, depuis une gare, prendre un train à 1 euro, arriver à la gare de Cahors, louer un vélo et se balader le long du Lot à vélo. Comme les musées sont gratuits, il peut très bien découvrir le musée Henri Martin gratuitement. Voilà. Et puis son retour, donc pour 2 euros, il peut découvrir Cahors. La location d'un vélo, c'est une dizaine d'euros. Voilà, pour moins de 20 euros, en fait, on peut passer une journée très sympathique dans le Lot. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Je peux, par exemple, habiter à Nîmes et partir pour la journée découvrir Narbonne et le musée Narbovia. Voilà, pareil, le temps d'une journée et tout ça pour 2 euros seulement. J'ai vu qu'il y avait une question de Clara Nestre concernant le bus et du coup, je voulais rebondir sur ça. Les bus, bon, il y a des abonnements mensuels pour les trajets du quotidien, mais là, on est bien sur la thématique touristique, tourisme. Et les bus, enfin d'ailleurs, c'est pas des bus, mais c'est des cars. Les cars Lio sont à 1 euro comme les trains, mais les trains pour donc les premiers week-ends du mois. Ben, on est toujours autour de cette question de coût, parce qu'elle est intéressante. Elle a été abordée du point de vue individuel pour l'utilisateur, l'usager. Du point de vue du matériel, Jean-Marc disait c'est moins cher. Mais quand on veut mettre en place une politique d'intermodalité, réunir tout le monde autour de la table, mettre en place des infrastructures, effectivement, ça pose des questions de financement. Et je crois qu'il y avait
je ne sais plus qui disait ça, si c'est, il était question des impôts payés par les touristes ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a la question des ressources, de l'investissement qu'on peut faire. Oui, Jean disait, les collectivités locales n'ont pas forcément les moyens et les touristes ne paient pas d'impôts sur place. Est-ce que c'est, bloquant de votre point de vue ou est-ce que là aussi il y a des solutions, sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour, faire des choses intéressantes, productives et pas forcément coûteuses? Le touriste apporte, excusez-moi, mais le touriste apporte de la richesse, hein. Bah oui. Il apporte évidemment des impôts indirects, hein. Donc, bien sûr que sans tourisme, ben, sinon, il y a quand même beaucoup de communes, communautés de communes qui vivent grâce au tourisme et grâce effectivement aux transactions financières qui ont lieu grâce aux touristes. Euh, je remarque, hein, c'est ce que je Oui. suis interpellé. Moi, je voulais rebondir quand même en disant que la région Occitanie, contrairement à d'autres régions, a la chance d'avoir donc la région et autorité organisatrice des mobilités. Et à partir du moment où il y a une demande des collectivités territoriales, des collectivités locales, des demandes spécifiques, parce qu'il y a une forte demande de cars sur telle et telle ligne, de se déplacer à tel endroit, où on parlait d'intermodalité, de mettre dans les cars la possibilité de mettre les vélos. À partir du moment où il y a une forte demande, les collectivités locales peuvent en faire à la demande à la région, et la région est assez, comment dire, demandeuse et puis assez réactive pour proposer Mais, des mais, 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 solutions. mais pourquoi forte demande? Pourquoi forte demande? Parce que la mobilité, ce n'est pas forcément de la forte demande. Mmh. Vous l'avez cité avec les navettes à Luchon, c'est ce qu'on fait nous avec Totum, avec Red and White. L'avantage de navette ou d'un van, c'est sûrement les mêmes véhicules, je ne connais pas les véhicules à Luchon, mais j'imagine ce qu'ils ont utilisé, c'est la C'est souplesse du et 9 le fait places. de pouvoir bouger pas beaucoup de personnes. Et effectivement, et un car, si vous mettez 4 personnes dans un car de 50 places, c'est extrêmement émetteur de CO2. Mm. Donc, si on veut penser encore une fois à une mobilité électrique, il faut, sauf pour le train, bien entendu, c'est pour ça qu'on nous-mêmes nous sommes les premiers défenseurs du train, parce qu'effectivement, ça permet de transporter de nombreuses personnes en une seule fois. Mais une fois que vous sortez du train, ce n'est pas forcément du volume. C'est effectivement des trajets pour 4 personnes, 5 personnes, parfois une personne. Et les tarifs, de toute façon, sont étudiés pour que, lorsqu'il y a 6 personnes, ça compense l'effort, il y a une personne. Mmh. Mais il faut de la souplesse et de l'agilité. Si on n'a pas cette souplesse et l'agilité, ça ne fonctionnera pas. Bien Bah, c'est sûr, clair, ouais. c'est plus, Vas-y, ouais. Vas-y Anaïs, je t'en prie. C'est tout à fait, non, mais c'est plusieurs. C'est bien pour ça qu'on parle de mobilité et pas juste de mode de déplacement ou de transport, parce que c'est plusieurs types de transports qui se combinent pour proposer des solutions la plus adaptée au territoire et la plus près, en fait, vraiment faire du point A au point B. Puisque là, bon, on parlait effectivement beaucoup train et car Lio, mais il y a aussi la région aide beaucoup au covoiturage. Alors, ça s'adresse principalement pour des trajets plutôt du quotidien, pour des moins de 30 km. Mais il y a des trajets qui sont, comment dire, où le passager ne paie pas de commission et où le conducteur a une prise en charge à 10 centimes le kilomètre. Là, c'est plafonné à 2 € par trajet pour favoriser le covoiturage avec certains covoitureurs. C'est de mémoire, il y a Mobicoop, Blablacar Daily, Klaxit, Atchoum, Caros. Voilà, c'est Vous des voyez, opérateurs qui proposent du covoiturage, puisque Jean-Marc, tu parlais effectivement que parfois c'est juste une demande de 4 ou 5 personnes. Le covoiturage peut répondre du coup à cette demande-là. Et dernier point, dans le transport, la particularité, c'est que donc parfois il y a une forte demande, et quand c'est le cas, on a beaucoup de chance. Donc la région Occitanie est très réactive à ce niveau-là, mais c'est aussi la particularité, c'est que souvent c'est l'offre qui crée la demande. C'est parce qu'on va créer une ligne je sais pas, de métro, de bus, voilà, une nouvelle ligne que finalement la demande arrive. Voilà, ça c'est assez particulier au secteur du transport. Voilà, alors, Jean-Marc. préciser. le covoiturage, c'est génial. Là aussi, nous aussi, on est fans. Le seul problème sur le covoiturage vient que par définition, ce n'est pas professionnel et que, de par la loi, de la LOM, qui dit covoiturage dit garantie de la dernière course. C'est-à-dire, effectivement, mais alors c'est moins le cas effectivement dans les très grosses villes parce qu'il y a toujours une demande, il y a toujours un autre covoitureur qui va prendre
la personne qui a râle, puisqu'effectivement, la personne qui covoiture n'est pas obligée de remplir son contrat, sinon ce serait professionnel, ce serait interdit. C'est pour ça qu'on développe tout un covoiturage pro qui est fiable. Ça s'adresse plutôt aux professionnels. Quoique, ça marchera très bien en période estivale. Le problème du covoiturage, donc avec la garantie de la dernière course, et c'est là, effectivement, encore une fois, on est androgène. Parce que la garantie de la dernière course, vous prenez l'exemple de Klaxit. Klaxit, la garantie de la dernière course, c'est un contrat national avec Uber. C'est-à-dire que Klaxit fait travailler Uber indirectement pour la garantie de la dernière course. Il n'y a pas plus que polluant, il n'y a pas plus anti-RSE que l'ubérisation. Et Klaxit a un contrat national avec Uber pour la garantie de la dernière course. Et les gens qui signent avec Klaxit ne sont même pas au courant. Parce que la seule chose qu'ils voient, c'est leur propre territoire. Bah, la parenthèse avait le mérite d'être posée, mais on va pas pouvoir aborder tous les sujets. Mais je reviens, il y avait parce que ça fait écho à ce que disait Anaïs tout à l'heure, et puis à ce que disait Jean-Marc aussi sur en fait, l'offre et la demande, le volume ou pas le volume. Elodie dit les racks vélos vont-ils être multipliés dans les bus? Pour ce type d'équipement, c'est notre rêve à tous, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une demande suffisamment impactante pour que ça se passe. On nous dit, par exemple, dans les trains, la SNCF nous dit en Occitanie, on ne peut pas mettre plus de places de vélo dans les TER, et pour autant, à côté de la Loire à vélo a fait en sorte que dans tous les trains régionaux, il y a beaucoup plus de place pour les vélos. Parce qu'il y a un volume, il y a un potentiel. Alors c'est vrai que c'est super important ce que disait Jean-Marc, c'est-à-dire que on n'est pas forcément dans des réponses qui s'adressent à des gros volumes, mais il y a un moment, les choses avancent quand il y a un volume suffisant de demandes par rapport à une offre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Anaïs, tu voulais Je rebondir? voulais Ouais. juste nuancer le propos pour la Loire à vélo, puisque c'est comment dire, l'itinéraire voilà, de la Loire à vélo est très, très connu. Les trains qui sont spécifiques pour les vélos sont dédiés de juillet à août. Voilà, c'est Oui. où on peut dépasser la limite autorisée qui est, je rappelle, de 6 vélos par train de TER, par wagon. Voilà. L'État a demandé à des entreprises, aux entreprises françaises en particulier, mais a demandé aux entreprises de réfléchir à une nouvelle façon de créer, de voir le train, donc de garder les mêmes rails, on est limité par le rail, mais de les élargir pour pouvoir accueillir plus de vélos. Donc ça c'est en train d'être pensé, peut-être qu'à l'avenir, voilà, ça sera proposé. Il y a quand même, voilà, en gare, il y a de plus en plus de parkings relais pour les vélos pour pouvoir mettre son vélo dans le parking. Mais ça s'adresse plutôt effectivement au trajet du quotidien qu'à des touristes. Et donc, en l'occurrence, le but, c'est de favoriser les prestataires de services, des loueurs vélos concrètement, qui, eux, peuvent en plus donner du conseil sur quoi visiter, sur les lieux atypiques ou les lieux secrets à découvrir sur le territoire. Donc, ça fait travailler des gens et puis ça fait découvrir des endroits qu'on n'aurait pas connus si on était venu avec notre propre vélo. Il faut aussi que les solutions soient au regard des pratiques. Je ne sais pas si je traduis bien la question de David qui dit pourquoi n'y a-t-il pas plus de demandes et d'offres en fin de journée pour pouvoir aller au restaurant, boire un verre avant de rentrer. Sur des rythmes de vacances ou des rythmes de loisirs, effectivement, ce serait pas idiot. C'est bien ça. J'espère que c'est bien ça la question, qu'il y ait des offres adaptées en période de vacances et pas que. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, il est 16h25. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est que chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous fasse un petit mot de conclusion. L'idée, bien sûr, des têtes chercheuses, c'est pas d'épuiser le sujet. Il est loin d'être épuisé. Pour autant, on s'est efforcé de pas être trop superficiel. Donc, on a évoqué pas mal de ces sujets. L'idée, c'est de vous donner envie à tous qui êtes là à nous écouter d'aller plus loin dans la réflexion. On est prêt à la partager avec vous. Vous pouvez nous contacter. C'est une première base des échanges qu'on pourrait être amené à avoir par la suite. Anaïs y travaille beaucoup. On a vu qu'il y avait des solutions pratiques. On a vu que il y avait des recherches qui étaient faites sur les freins éventuels à la mobilité. Donc moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà. Mais si Sarah, est-ce que tu as une petite conclusion, un petit mot pour clore le débat? Oui, mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, on a pu voir différents aspects à la fois pratiques, théoriques et très concrets à différentes échelles entre Anaïs et Jean-Marc.
Et je pense qu'effectivement, que dans un contexte touristique, l'enjeu, c'est de rendre les mobilités douces accessibles parce que aussi beaucoup plus engageantes et beaucoup plus amusantes dans un contexte de vacances. Donc, tout l'enjeu, pour moi, reste là-dessus. Et maintenant, voilà, ça va être après à chaque collectivité, région et département de faire le pari de telle ou telle offre. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à tester et à voir après si justement il y a cette continuité dans la vie de tous les jours qui se fait pour les utilisateurs. J'ai eu une petite coupure, donc excusez-moi. Je pense que tu avais fini, Sarah, c'est ça? Oui, je venais juste de finir. J'ai vu l'image se figer, mais c'était bon. Bon. Anaïs, un petit mot? Non, oui, oui, bah, peu ou prou la même chose que Sarah et que ce qu'a dit Jean-Marc. Effectivement, voilà, c'est un sujet inépuisable, c'est difficile de conclure, mais bon, le travail que fait le CRT, donc le CRT n'est pas AOM, n'est pas autorité organisatrice des mobilités, c'est la région qui l'est, mais nous, on est le fer de lance. On accompagne les acteurs touristiques du territoire pour trouver des solutions de dernier kilomètre ou des solutions de mobilité et pour conseiller sur toutes les personnes qui porteraient des projets en termes de mobilité bas carbone. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On est vraiment là pour ça, pour les prochaines années. Ça fait vraiment partie de nos priorités ici en Occitanie. Merci Anaïs. Jean-Marc? Moi, je vais finir par ce par quoi j'ai commencé. Donc, il faut passer au premier kilomètre pour faire le dernier kilomètre. Et puis, le chemin va être un peu long, mais il s'agit bien de transition et pas de révolution. Donc, pour finir sur une note optimiste. Et que, voilà, encore une fois, c'est que par la concertation, ce que disait, et par la communication en amont, qu'on pourra arriver effectivement à réussir dans cette décarbonation des transports de personnes et pas que d'ailleurs, et de marchandises, puisqu'on a parlé des personnes, mais on n'a pas parlé des marchandises. Merci Jean-Marc. Oui, Anaïs, tu veux Non, encore je dire voulais quelque juste chose? dire que bien sûr que cette transition écologique, pour moi, elle passe par la révolution du ferroviaire et un investissement fort dans le train. Voilà. Parce que pour le moment, c'est vraiment l'avenir du train, notamment à l'hydrogène, nous montre que vraiment il va falloir privilégier ce mode-là ou de manière plus globale les transports collectifs. Et juste pour donner un dernier chiffre pour conclure, en 2022, il y a plus de 1 milliard de kilomètres qui a été parcouru en train juste pour la région Occitanie. Donc, on peut en être très fiers et voilà, pourvu que ça dure. Et donc, je pense que la transition passe par une certaine révolution du ferroviaire. Bon, bah, si on parle de révolution, c'est dans l'air du temps. Bon, mais ça, je ferai pas de commentaires sur l'actualité. En tout cas, merci d'avoir tous été là. Je pense que ouais, le sujet est central. Il n'est pas si simple que ça parce qu'on a vu, il y a beaucoup d'acteurs qui vont être forcément impliqués dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, tout ce qu'on va pouvoir et tout ce sur quoi on va pas pouvoir agir. Pour autant, moi, je retiens de nos échanges que on n'a plus d'excuses. On a de la volonté, on a des outils, on a des solutions techniques, technologiques, donc qui sont même pas forcément plus coûteuses. Donc, bah, pas d'excuses, on s'y met, puis on devient mobile. Jean-Marc, tu retournes dans ton van et nous, on prend nos vélos et on rentre à la maison pour évoquer tout ça. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Voilà, j'allais le dire, vous le voyez dans le chat, le webinaire sera accessible en replay et c'est peut-être autour des liens du replay qu'on pourra éventuellement recenser d'autres expériences puisque ça a été demandé par question. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de navettes électriques? On ne peut pas répondre à tout là tout de suite, mais dans le centre de ressources sur lequel Anaïs est en train de travailler, sur le site pro du CRT, on y mettra aussi ces retours d'expérience. Oui, tout Donc, à fait. merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures des têtes chercheuses. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi.